On va peut-être commencer. Alors Isabelle Eva, merci de prendre ce temps avec nous. Donc je vais te présenter rapidement et puis je te passerai la parole, et me présenter. Donc moi, je suis la directrice de Justifit, je suis là depuis 2 ans et ravie, d'accompagner avec, mon équipe, les avocats, de notre plateforme. Donc toi, Isabelle Eva, tu as une activité, triptyque, tu es avocate. C'est pour ça que c'est précieux que tu puisses parler à nos avocats aujourd'hui. Formatrice en prise de parole et coach professionnel. On t'a demandé si tu pouvais, nous parler et parler à nos avocats de la négociation aujourd'hui, car tu as négocié dans différents contextes, grosses entreprises, contexte international, avec des clients de différents, domaines, des gens très différents, aussi bien en mode, projet que, dans des négociations, seule. Et donc tu vas partager avec nous aujourd'hui des bonnes pratiques et ton expérience. Donc, je te remercie par avance et je te passe la parole, Isabelle Eva. Donc juste pour les questions, je me chargerai de les répertorier, et comme tu vas traiter de différents sujets, à moins que ce soit des questions ponctuelles sur ce que tu évoques, sinon c'est des questions plus générales, je les relayerai à la fin, si ça te va, Isabelle Eva. C'est parfait. Alors à toi. Merci Pauline pour cette présentation. Alors moi, dans le cadre de mon activité, je suis amenée à négocier dans différents contextes et je me suis dit que c'était hyper intéressant de vous transmettre dans le cadre d'une formation à la fois en fait tous les outils que j'ai développés en tant qu'avocate, mais également ceux que j'ai développés et enrichis en tant que coach et formatrice. Donc, vous doutez bien que là, en 1 heure de séminaire, je vais pouvoir vous transmettre quelques outils, quelques approches, quelques trucs et astuces, mais pas autant que ce que je fais dans le cadre d'une formation immersive où c'est 1 journée dans un format de 7 heures. Donc, pour ceux que ça intéresserait, j'animerai 2 sessions, une le 7 janvier sur Paris en présentiel et puis une autre le 21 janvier en visio. Voilà, donc si ça vous intéresse, toutes les informations sur mon site internet. Je vous propose donc de démarrer avec quelques mots dans le chat sur votre motivation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à ce webinaire aujourd'hui? Alors, tu veux qu'on écrive sur le chat? Comment souhaites-tu qu'on interagisse? Oui, tout à fait. Que D'accord. chaque avocat écrive dans le chat et puis je vais lire donc les contributions des uns et des autres. Alors, ne soyez pas timide. Il faut Voilà, qu'il y en ait un qui commence. voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que c'est une problématique? Là, vous avez récemment négocié, vous avez été bloqué. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? C'est de la curiosité? Alors, personne ne se lance. Ah! Merci à Maître Farouki. Donc, améliorer ses capacités de négociation déjà existantes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut s'améliorer jusqu'à notre dernier jour d'exercice. Toujours avec des nouvelles façons de faire. Alors, on a peut-être beaucoup de timides parmi nous aujourd'hui. Bon, ça aide pas pour les négociations, la timidité, mais c'est quelque chose qu'on peut lever avec un accompagnement. Donc, je vais passer dans ce cas-là au slide suivant. Il y a donc il y a des confrères qui partagent, donc Maître Chevrotin, s'améliorer aussi, mettre de bon repos, être moins timide avec quand on en parlait, surtout pour aborder le prix. Oui, c'est vrai que la question en fait de l'argent est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise et ça se travaille à la fois au niveau de la négociation, comme ça aujourd'hui, que sur d'autres aspects, parce que voilà, il y a des blocages. Maître de Valbray, avoir des conseils d'une experte à mettre en application facilement. Alors, je ne sais pas si je vais combler vos attentes, en tout cas, je vais tout faire pour. Et donc, je vous propose de passer à l'action. Alors, selon moi, il existe 3 éléments clés dans une négociation. Le premier élément, en fait, c'est votre état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ne planifiez pas une négociation un jour où vous savez que vous allez avoir une semaine difficile juste avant ou que le jour même, vous avez d'autres choses à gérer. Il faut avoir une disponibilité. C'est vraiment hyper important. Le deuxième élément clé, c'est la préparation. On n'improvise pas une négociation. Donc, ça a différents aspects que nous verrons plus tard. Et le troisième élément, le décryptage relationnel.
En tant qu'avocat, on nous a appris les raisonnements juridiques, les syllogismes, les recherches de jurisprudence, mais pas, en fait, comment interpréter les réactions relationnelles de l'autre. Et pourtant, c'est essentiel dans un contexte de négociation. Alors, pour la première étape, sur l'état d'esprit, comment est-ce qu'on crée un état d'esprit favorable à la négociation? Alors, il existe plusieurs approches, vous vous en doutez. Je vous partage la mienne. Tout d'abord, il faut savoir écouter. Et ce terme est souvent galvaudé. Écouter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est complexe, en fait. Il y a plusieurs exercices où les participants se rendent compte dans mes formations qu'ils ne savent pas écouter alors qu'ils étaient persuadés d'être empathiques et de savoir recevoir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire vraiment écouter? Eh ben, c'est s'intéresser sincèrement à l'autre. C'est-à-dire pas l'écouter pour pouvoir faire un lien avec vous-même, pas l'écouter pour pouvoir caser votre meilleur argument qui suit. Non, vraiment juste être là pour lui, focus sur ses préoccupations à lui. Le deuxième élément, c'est investiguer. Qu'est-ce que veut dire l'autre? Qu'est-ce qu'il essaie de me transmettre? Il dit des choses avec des mots, mais il y en a d'autres qui passent par le regard, par un rictus, par une posture aussi des épaules. Tout ça, il faut arriver à l'investiguer et ensuite le reformuler pour comprendre l'autre. Pourquoi c'est tellement important que votre interlocuteur en négociation, il vous comprenne? Eh bien, parce que ça va l'amener à être en confiance et à vous donner sa confiance. Et sans confiance, vous ne pouvez pas construire une négociation. Ça ne marchera pas. À un moment donné ou à un autre, la communication va être rompue. Et donc, pourquoi c'est si important la confiance? Parce que donc votre interlocuteur va se dire: «Je sens qu'un accord est possible, donc j'ai envie d'y mettre de l'énergie et du temps». Alors je me permets, Isabelle Eva, on a des nouveaux avocats qui nous ont rejoints. Bienvenue à tous. Isabelle Eva vient de commencer, donc vous n'avez pas raté trop de parties. Alors, donc, je vous propose de mettre en application tout de suite ce que je viens de vous donner comme clé. Alors, imaginez en début d'une réunion de négociation, un avocat arrive et face à son confrère, il lui dit: «Je suis pressé là. Ah, où est-ce que j'ai rangé ce document déjà? Ah oui, le voici. Bon, nous devons être efficaces, allons-y. Quelle est selon vous la bonne attitude?» Donc je vais vous donner plusieurs réponses possibles et ensuite dans le sondage, vous allez voter pour celle qui, selon vous, est la plus adaptée à créer justement ce climat favorable à la négociation. C'est impossible d'anticiper l'avancement d'une négociation, voyons confrère. Réponse B. Vous n'avez pas l'air disponible, souhaitez-vous reporter? Réponse C. Alors, dites-moi, de combien de temps disposez-vous là pour notre réunion aujourd'hui? Réponse D. Confrère, je suis un professionnel efficace. Réponse E. Comme vous êtes pressé, débutons dans le vif du sujet. Alors, à vos sondages, confrères, selon vous, laquelle de ces réponses est la mieux adaptée? Donc vous avez tous sur votre, visuel en haut à gauche la possibilité de participer à un sondage. Alors, il y a quelques indécis peut-être? Bon, ça donne déjà une bonne idée. Tu vois les résultats, Isabelle Eva, ou tu as besoin qu'on te Ça y est, c'est bon, ils viennent de s'afficher. Donc, eh bien, tout le monde a répondu a priori?
Alors ce qui ressort, des résultats, est-ce que tout le monde peut les voir? C'est Oui, ça? normalement tout le monde peut les voir. Parfait. Donc on a une majorité de: «Vous n'avez pas l'air disponible, souhaitez-vous reporter?» 47 33 de: «Combien de temps disposez-vous pour notre réunion?» et quelques-uns qui disent: «Bon allez, vous êtes pressés, on débute dans le vif du sujet». Ah, et on a un dernier vote sur: «Il est impossible d'anticiper l'avancement d'une négociation». Alors, bah, je vais commencer par celle-ci. Alors c'est vrai, on ne peut pas en fait savoir, combien de temps va durer une négociation, de combien d'étapes on aura besoin, de combien de réunions, mais ce n'est pas la réponse adaptée à cette situation. Parce que là, en l'occurrence, le confrère indique qu'il est pressé, on le sent préoccupé et donc il veut avancer vite. Donc si vous lui donnez cette phrase, ça va l'agacer plus qu'autre chose. La deuxième réponse: «Vous n'avez pas l'air disponible, souhaitez-vous reporter?» Là, le point positif, c'est que si vous formulez cette réponse, ça montre que vous avez bien enregistré que le confrère a une préoccupation de temps, mais elle n'est pas adaptée parce qu'il ne vous a pas demandé de reporter. C'est vous qui imaginez que c'est ce qu'il souhaite. Or, dans la phrase, il a dit que lui, il voulait avancer et être efficace. Donc, si vous dites cette phrase, il n'aura pas l'impression d'avoir été entendu parce qu'en fait, vous avez interprété et extrapolé. La réponse confrère, je suis un professionnel efficace, personne ne l'a choisi, vous en doutez bien que c'est agressif. Et comme vous êtes pressé, débutons dans le vif du sujet, bah, c'est pas non plus une réponse adaptée parce que bah, vous n'allez pas savoir comment vous gérez la négociation. Donc la seule bonne réponse, c'est: dites-moi, confrère, de combien de temps disposez-vous pour cette réunion? Parce que d'une part, vous montrez au confrère que vous l'avez entendu, et d'autre part, vous récupérez une information qui est utile, parce que si à la base, cette réunion devait durer 4 heures et que le confrère vous indique que finalement, il n'est disponible que 2 heures, vous allez réorganiser ce que vous aviez prévu dans l'ordre du jour et vos priorités. D'où l'importance de poser la question du temps dont vous disposez. Donc, merci à tous pour avoir participé à ce sondage. Et donc, nous allons poursuivre. Alors, cet état d'esprit, comment est-ce qu'on écoute activement l'autre? D'abord, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il faut vraiment une disponibilité mentale. Donc, vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Si, par exemple, vous télétravaillez et que vous savez que vous avez vos enfants qui sont là le mercredi, ne prévoyez surtout pas de négociation ce jour-là, parce que le bruit à côté, la crainte que vos enfants viennent frapper à la porte, ça ne va pas vous mettre dans une disponibilité totale. Je me permets de t'interrompre, mais effectivement, c'est un bon point parce que depuis, 1 an et demi, il y en a beaucoup qui sont chez elles. Voilà, donc il faut s'organiser de telle manière à être dans une situation où vous n'êtes pas en crainte que quelque chose vienne vous perturber. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, il faut vérifier que vous n'êtes pas dans un état de fatigue. Parce que si vous êtes saturé par votre travail ou agacé par quelque chose ou juste un peu à plat, vous allez avoir moins d'attention à l'autre, donc vous allez moins bien le décrypter. Et puis vos réactions aussi ne seront pas proportionnées. Vous allez surréagir, vous allez surinterpréter, donc ça va tendre la négociation. Le deuxième élément, le silence. Trop d'avocats pensent que pour marquer des points en négociation, il faut occuper le terrain, il faut parler encore et encore, comme si en faisant un lavage de cerveau à l'autre, il allait adhérer à notre argumentaire. C'est une erreur. C'est vraiment important, au contraire, de vous mettre en retrait, de laisser de l'espace à votre interlocuteur. Parce que vous avez travaillé votre dossier, vous connaissez vos pièces, vous savez quelle stratégie vous voulez mettre en œuvre. Donc là, ce dont vous avez besoin, c'est de vous nourrir du point de vue de l'autre. Donc, silence. Le regard aussi est essentiel. Parce que dans le regard, on peut faire passer beaucoup de choses. De l'ennui, de l'indifférence, de l'énervement, de l'intérêt. Et ce regard, il y a quelque chose en fait un peu d'animal. On ressent vraiment ce qui se passe chez l'autre à travers ce regard. En fait, quand tu dis sincérité, c'est ça, en fait. Et ça, dans le regard, il faut être sincère parce que sinon ça se voit tout de suite, effectivement. Tout à fait. Donc, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, partagez-le
pour que votre interlocuteur ne se dise pas: «Ah mais là, en ce moment, il en a rien à faire de ce que je raconte». Mmh. Dis plutôt: «Là, je suis en train de regarder l'heure, confrère, parce qu'en fait, j'attends un appel d'un huissier et je sais pas, en fait, il m'a appelé maintenant ou plus tard, donc voilà, je garde mon téléphone». Un autre moyen de montrer à l'autre que vous êtes attentif, plutôt que de l'interrompre en disant: «Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, exactement», juste le non-verbal avec un hochement de tête, ça marche très bien. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à faire écho à des mots forts. Quand en fait le confrère ou bien votre client, va aborder un sujet, vous dites: «Ce mot-là, je trouve qu'il résonne», n'hésitez pas justement à le mettre en exergue. Ça va permettre à l'autre de se dire: «Tiens, il est intéressé, je vais donc lui en dire plus». C'est une invitation à approfondir la réflexion et par expérience, à chaque fois, j'apprends des choses intéressantes. Mais évidemment, il ne faut pas que ça soit un mot anodin. Excuse-moi, quand tu dis écho sur un mot fort, c'est que là, tu viens de dire anodin et je vais te dire anodin? Ou qu'est-ce que ça veut dire? C'est reprendre le mot, c'est ça? Alors anodin, voilà, le principe de l'écho, c'est de reprendre le mot. OK. Alors là, comme tu l'as fait avec anodin, et moi je te dirais, bah oui, anodin, c'est un mot banal que tu emploies dans plein de phrases, ou dans un contexte, en fait, de manière tout à fait routinière. Ça, c'est anodin. Alors qu'à l'inverse, tu vas rebondir sur un mot où tu vas te dire, tiens, cet usage dans cette phrase-là est atypique. Ça peut être en fait sur la sémantique. Ou alors, on va être sur la manière de parler. Tout à coup, la personne va dire, avec beaucoup plus de force et d'énergie, un mot. Bah, vous allez rebondir parce que vous sentez que pour elle, ça compte. Mmh. Alors, on va faire un petit jeu de rôle. Donc, comme vous l'aurez compris, moi j'adore les formations interactives, même quand c'est en visio. Et je vais donc solliciter un volontaire parmi vous. Le principe est simple. Je vais vous demander, donc à une personne, de raconter une petite mésaventure, donc quelque chose d'assez court, hein, 1 minute, pas plus, 2, qui lui est arrivé à titre professionnel. Donc ça peut être un problème, je ne sais pas moi, de délivrance d'une lettre recommandée avec la poste, avec un délai impératif qui lui a donné des sueurs froides. Ça peut être une complication avec un huissier, un notaire. Voilà, une brève anecdote pour que je puisse vous montrer ce que c'est que écouter véritablement l'autre. Alors j'espère qu'il y a un volontaire qui va se manifester dans le chat. Normalement, maître Garbi arrive, voilà. Oui, désolée, il y avait une pop-up et je ne l'avais pas vue. Je vais vous raconter une anecdote très très simple, je crois l'avoir mise dans le chat. Un dossier de recouvrement de créances banales. Le débiteur reconnaît tout simplement la créance, donc il doit à mon client. Mais voilà, il est extrêmement exigeant. Oh là là, oui, les clients exigeants comme ça, c'est pénible, hein. Et et on comprend que voilà, il y a un sujet, relationnel, avec mon client et il m'impose de lui renvoyer un énième courrier recommandé pour, enfin, procéder au règlement de sa créance. Voilà. Ah Et oui, je non vous mais avoue qu'il m'a énervée. ah oui, non mais là, effectivement, énième courrier. Non mais moi là comme ça, les clients que je dois relancer 5 fois, 8 fois, 10 fois, c'est insupportable. Moi d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'avais en fait un recommandé à adresser. Je l'avais déjà envoyé, mais le client m'a sursollicité en disant: «Mais non, mais pour être sûr, doublez-le d'un autre recommandé». Fin de la première version. Mmh. On fait la deuxième version. Donc, une autre anecdote, consoeur? Heu, vous avez Ou est-ce parlé vous avez parlé, d'un courrier de la poste. Il m'est arrivé une mmh anecdote assez similaire récemment. Un recommandé que j'envoie dans un dossier et bien évidemment, je ne reçois jamais l'accusé de réception. La poste, qui, me fait passer de service en service et pour au final me dire après, 2 mois que, on ne retrouvera jamais, mon accusé de réception. 2 mois pour vous dire qu'ils ne retrouveront pas l'accusé de réception. Mmh. Voilà.
fin de la deuxième version. Alors, consoeur, comment est-ce que vous êtes senti par rapport à mon écoute dans la version numéro 1 versus numéro 2? Ah bah forcément, la première, on se sent plus écouté. Puisque forcément vous allez, dans mon sens. Le client, enfin le débiteur pardon, m'a sollicité et m'a redemandé un énième courrier. Donc forcément vous allez dans mon sens. Oui, bah oui, je comprends, bah, la raison, pour laquelle il vous a énervé, voilà. Et dans le second cas, oui, bah, vous prenez acte du fait qu'effectivement, Donc vous, vous êtes senti bien dans les 2 cas de figure, c'est ça que vous dites? Ou un peu mieux dans le premier que dans le deuxième? bah, dans le premier, bon là forcément il y a pas d'émotion là, puisqu'on est dans un exercice, mais dans le premier, si j'étais, si vous auriez été, je ne sais pas, à côté de moi, justement, bah, lorsque, bah, j'ai passé ce coup de fil, forcément oui, je me sens, bah, beaucoup mieux dans la première version, puisque j'entends quelqu'un qui écoute, mes émotions et cetera. Alors on va demander aux observateurs. Est-ce que vous avez, senti, puisque, comme on est en visio, enfin, vous avez bien vu aussi, mon attitude. Vous avez préféré la version 1 ou la version 2? Alors mettez dans le chat. Donc c'est assez étonnant effectivement, consoeur, que vous avez bien apprécié la numéro 1, parce que normalement, on ne se sent pas très bien avec la version 1. Pourquoi? Parce que dans la version 1, je vous coupe intempestivement la parole. Je ne vous regarde pas. Je souffle, je ramène les choses à moi en vous parlant de mes problèmes. Donc en fait, je dévie mon attention et mon énergie, elle est plus sur vous, elle est sur moi dans la version 1. Alors j'entends que vous, en fait, ce qui vous a fait du bien, c'est que j'aille dans votre sens. Donc probablement que si on va dans votre sens, la version 1 ne vous dérange pas, mais quelqu'un qui aurait la même attitude que j'ai eue dans la version 1, en allant à l'opposé, en disant qu'en gros, bah, c'est vous qui avez un problème, là je pense que vous l'auriez mal vécu, la version 1. Donc la version 2, pourquoi est-ce qu'elle fait nous sentir bien? Parce qu'en fait, on laisse de l'espace à l'autre, on est vraiment focus toute l'attention sur ce que dit l'autre, le regard aussi, et on intervient uniquement en faisant écho sur quelque chose qui nous paraît important. Et donc là, en l'occurrence, c'était 2 mois. C'est énorme, 2 mois pour dire qu'ils ne vont pas le retrouver. Voilà, donc là, vous avez vu une mise en pratique de ce que peut être l'écoute avec différentes attitudes. Merci beaucoup Je vous en prie. pour votre participation. Et donc, il y aura d'autres volontaires au cours de la formation. Préparez votre motivation. Alors, nous allons passer à la suite. Maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'était l'écoute de qualité, on va voir ce qu'est la compréhension de qualité. Pour bien comprendre l'autre, en fait, il faut le questionner. Parce que vous avez beau vous dire: «Ah non, mais là, ce qu'il dit, bah oui, je vois tout à fait». Non, c'est à travers votre prisme, à travers votre vécu, à travers vos préjugés. Donc c'est important de lui demander de préciser, pour certains termes, que signifie pour vous, par exemple, un accord fair-play. C'est quoi fair-play? On n'a pas la même définition. Ouvrir des perspectives en disant: «Bah alors, confrère, si en fait là, nous nous mettons d'accord et que ma cliente accepte de, qu'est-ce que ça change pour votre client?» Là, vous ouvrez une perspective. Sonder l'opinion en disant, «Bon, votre client, lui, il souhaite ça, mais vous, confrère, quelle est votre opinion? Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente?» C'est important de savoir ce que pense l'avocat et pas uniquement la voix qu'il porte. Une fois que vous avez questionné et que donc c'est plus clair, vous allez pouvoir ensuite reformuler pour montrer à l'autre, d'une part, que vous avez compris. Ça va permettre de synthétiser, parce que parfois, les clients et les confrères déversent énormément. Il faut savoir synthétiser. Valoriser, parce que vous allez choisir dans la masse d'informations qui vous a été transmise, une ou 2 idées qui, à vos yeux, sont essentielles pour faire avancer la négociation.
Et surtout, vous allez permettre à votre interlocuteur de dire: «En fait, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais vraiment dire, c'est plutôt» et ils vont rectifier ou alors nuancer en intensité ce qu'ils avaient partagé de manière spontanée. Donc, pour mieux comprendre l'autre, deuxième sondage. Imaginez une réunion de négociation. Il y a donc un avocat qui explique: mon client est certes un chef d'entreprise, mais là, il est en instance de divorce. Et alors sa femme, elle lui réclame une coûteuse prestation compensatoire. Bon, le jugement, il est attendu là pour le début d'année prochaine. En plus, il doit régler ses dernières échéances de crédit pour sa voiture. Il en a, mais pour plus de 15 000 euros à régler d'ici décembre. Alors, je ne vous parle pas de la régularisation de son retard de loyer de 3 500 euros qu'il doit payer d'ici 2 mois. Quelle est la bonne attitude à avoir? Réponse A: confrère, nous négocions là pour éviter à votre client d'être condamné pour concurrence déloyale, c'est-à-dire déshonneur public. Réponse B: j'entends que votre client traverse une période difficile. Privilégie-t-il l'aspect temps ou l'aspect argent? Réponse C: combien lui réclame sa femme? Réponse D: que propose votre client? Alors à vous de jouer. Selon vous, laquelle de ces réponses démontre que l'avocat a compris la situation? Alors pour tous les nouveaux venus, parce qu'on a pas mal d'avocats qui nous ont rejoints là dans les dernières minutes, il y a un bienvenue à tous, il y a un sondage sur la gauche auquel vous pouvez participer. Maître Ternic nous a parlé, de l'écoute. Voilà. Donc bienvenue à vous, consoeurs et confrères. L'idée de savoir parmi ces réponses, laquelle est la plus adaptée pour montrer que vous avez bien écouté et bien compris ce que vous indique votre confrère. Donc ne soyez pas timide, les sondages sont anonymes. Personne ne saura ce que vous avez voté. Eh bien, on constate qu'il y a donc 56% qui ont choisi « J'entends que votre client traverse une période difficile. Privilégie-t-il l'aspect temps ou l'argent ?» Bravo, c'était la bonne réponse. Pourquoi? Parce que d'une part, elle synthétise la pensée de l'autre et d'autre part, elle montre que vous avez compris où se joue le dilemme potentiel. Certains ont voté pour « Que propose votre client ?» Alors, c'est une question d'ouverture, donc c'est toujours positif. Mais là, ce n'est pas forcément le plus adapté parce que vous ne montrez pas justement que vous avez compris l'autre. Et combien lui réclame sa femme? Certains répondront, c'est une curiosité mal placée. En tout cas, là, en l'occurrence, ce n'est pas la réponse qui va permettre de faire avancer la négociation. Donc en fait, tout à l'heure, ce que tu disais sur la reformulation, qui permet de montrer qu'on a écouté et qu'on met pas une phrase bateau. Exactement. Et qu'on a choisi, on a sélectionné les informations qui nous apparaissaient les plus pertinentes. Et donc là, on est en capacité de montrer qu'on a compris où se situait le nœud. C'est qu'en gros, soit on va privilégier le temps et faire une négociation courte, soit on va privilégier l'argent. Donc, merci à tous pour votre participation à ce sondage. Donc, ensuite, pour l'étape numéro 2, comment est-ce qu'on se prépare? La préparation, alors je vais passer vite dessus parce que nous ne sommes malheureusement qu'1 heure ensemble, donc il faut faire des choix, mais je détaille cette partie dans la journée. Alors, comment est-ce qu'on fait? D'abord, vous classez vos priorités. Ensuite, vous identifiez vos latitudes et vous imaginez vos scénarios alternatifs. Alors, quelques mots sur chaque étape. La première étape, vos priorités. Alors, souvent, nos clients viennent avec des positions. Or, pour négocier, il faut être sur des besoins. Pourquoi? Parce qu'en fait, le besoin est beaucoup plus large qu'une position.
Imaginez, votre client vous dit: «Moi, j'exige 100 000 €». Bah, si vous négociez et obtenez même que 70, eh ben, en fait, vous n'aurez pas le maximum que lui, il attend et il ne veut que ça. Donc il faut aller chercher ce qu'il y a derrière ces 100 000. Et donc là, vous allez justement faire preuve d'écoute, de reformulation, avec plein de questions, en lui disant: «Mais si vous obtenez ces 100 000 €, qu'est-ce que ça vous apportera?» Et vous tirez sur la pelote. «Oui, ben, ça montrera que c'est l'autre quand même qui a eu tort, il m'a blessé, il s'est mal comporté». Et donc il faut tirer sur la pelote jusqu'à ce qu'on en arrive au besoin, qui là, en l'occurrence, est reconnaissance du tort de l'autre. Mais ça peut se manifester de différentes manières. C'est pas forcément pécuniaire. Et en plus, le montant, bah, il n'est pas sorti du chapeau. Il pourra être ensuite justement, on va dire, calculé à partir de critères objectifs. Donc, parmi les besoins, il y a le délai. C'est hyper important de savoir si, pour votre client, il y a en fait des jalons dans le calendrier qui sont importants. Et si vous avez 2 mois pour négocier, 5, 8, ou si en fait pour lui, ce n'est pas un souci en tant que tel. Est-ce que votre client souhaite préserver la relation long terme? Ou est-ce qu'à l'inverse, il se dit: «Moi, si après, j'ai plus aucun contact avec la partie adverse, ça me pose aucun souci». Vous n'allez pas négocier de la même manière, hein. Autre besoin, éviter la publicité, parce qu'on est sur quelque chose qui pourrait vraiment avoir des conséquences si ça se savait. Obtenir une reconnaissance immatérielle. Donc c'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire si on est sur quelque chose, sur du déshonneur, sur des valeurs profondes, sur une souffrance, on est là-dedans. Et puis, celle qui arrive très souvent dans les dossiers, vos clients vous réclament du matériel, une indemnisation pécuniaire. Évidemment, il y en a d'autres, je vous ai listé les principales. Étape numéro 2, c'est de définir vos latitudes. Ça veut dire quoi, vos latitudes? Ça veut dire, avec votre client, de voir quelle est la durée du processus de négociation. Ça veut dire les modalités pratiques. Est-ce que c'est une négociation que entre avocats? Est-ce qu'au contraire, on fait des réunions à 4 avec les clients présents? Est-ce qu'on le fait en présentiel ou uniquement en distanciel? Est-ce qu'après chaque réunion, on fait un compte-rendu et on fait signer chacune des parties pour que ça soit engageant pour la suite et qu'on monte une marche d'escalier à chaque fois? C'est des modalités à discuter et à définir. Ensuite, évidemment, la facturation d'honoraires. Beaucoup d'avocats pensent que leurs clients seront forcément satisfaits s'ils arrivent à obtenir un protocole amiable. Sauf que tout dépend du coût. Et quand le client vous dit: «Oui maître, allez-y, négociez, moi je veux que ça soit à l'amiable, le plus rapidement possible». Oui, alors le plus rapidement possible, n'empêche que nous, on va consacrer quand même des heures à étudier les pièces, à faire les recherches de jurisprudence, à passer des coups de fil, à préparer les réunions, à aller en négo, à faire les comptes rendus. Et donc, il faut budgéter tout ça. Et il faut en parler en amont avec votre client. Parce que trop souvent, j'entends des confrères qui ont fait vraiment du super boulot de négociation. Et pourtant, leur client est insatisfait parce qu'il estime qu'il a payé trop cher pour la négo. Alors, je me permets d'intervenir là-dessus, Isabelle Eva, parce que nous, Justifit, donc c'est une plateforme avec 2500 avocats avec lesquels on parle, ça fait 6 ans qu'on existe, avec lesquels on parle de manière quotidienne, et que ce sujet de la facturation, donc on a déjà fait plusieurs webinaires là-dessus, mais ça revient toujours. Donc on a toujours des avocats qui répondent à des questions gratuitement et qui n'ont pas dit avant qu'en fait 1 heure de travail d'avocat, ça se facture, parce que votre temps, c'est de l'argent. On a des avocats qui nous disent oui, mais j'ai des clients, mais je n'arrive pas à les facturer suffisamment. Et effectivement, c'est intéressant ce point-là. C'est parce qu'ils n'ont pas, au début de la discussion, au début de la bataille, bien poser le cadre et parler de ces honoraires. Voilà. Et alors, on sait aussi, parce qu'on parle avec les avocats, on leur dit, mais est-ce qu'au début, vous donnez bien un cadre? Si vous voulez, nous pouvons mettre sur votre fiche, puisque chacun de nos avocats a une fiche sur notre site, vos tarifs, mais ils nous disent effectivement ce que vous dites. C'est très difficile parce qu'on ne sait pas le temps qu'on va mettre. Donc, du coup, moi, je pose la question, peut-être que je te pose la question, tu peux peut-être répondre plus tard. Comment faire quand on ne sait pas ce que ça va coûter finalement? Voilà, peut-être définir le budget du justiciable, je ne sais pas, mais pour
pour être raccord sur ce sujet-là. Tout à fait. On ne peut pas forcément savoir combien de temps on va y passer, mais on a quand même une idée du nombre d'heures dans un scénario qui est, on va dire, facile, sans obstacle particulier. Et c'est déjà sur cette somme qu'il faut se mettre d'accord, sur ce nombre d'heures. Et donc dire au client, voilà, si on part sur un déroulement optimiste, je pense que ça va mettre entre 10 heures et 15 heures, par exemple. Et donc déjà, valider ce budget. Dire, mais s'il y a un imprévu, dans ce cas-là, évidemment, je vous préviens immédiatement et il faudra discuter pour voir comment on gère cet imprévu. Et évidemment, ça fera un complément de facturation. Et si on l'explique comme ça dès le début au client et qu'on l'accompagne à chaque imprévu, à chaque complication, eh bien, dans ce cas-là, on arrive à facturer des compléments au fur et à mesure. Alors, pour en revenir donc à la préparation, il y a aussi donc savoir quelle information que le client vous a confiée, vous êtes habilité à transmettre à la partie adverse. Parce que sinon, ça peut créer une rupture du lien de confiance avec votre client si vous transmettez une information qui vous paraît très pertinente dans la négo, mais sans l'accord préalable de votre client. Et donc, préparer ces scénarios. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est imaginer comment la négociation peut évoluer. Et plus vous aurez imaginé de scénarios, plus vous aurez de flexibilité et vous serez en capacité de vous adapter. Donc, il est très important que vous imaginiez pas un, mais plusieurs scénarios qui sont très favorables à votre client. D'autres qui sont favorables, d'autres qui sont acceptables, donc c'est le minimum, et puis alors ceux qui sont exclus, et où vous savez que non, c'est contraire à l'intérêt de votre client, et donc vous n'irez pas dans cette direction. Alors ça paraît comme ça un petit peu abstrait, hein, imaginez les scénarios. Là, j'en ai fait qu'un slide, mais j'ai plusieurs exercices pour vraiment faire expérimenter ce que cela signifie dans des situations concrètes. Il y a une autre manière aussi de faire, qui est en fait d'identifier les éléments primordiaux d'une négociation, les secondaires et puis ceux qui sont accessoires. Et pareil, c'est d'autres exercices pour pouvoir le mettre en œuvre. On passe à la troisième partie, qui est essentielle, le décryptage relationnel. Alors, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu ludique. À votre avis, qui est cet homme? Alors, c'est un petit sondage. On va vous proposer plusieurs personnalités. Donc, n'hésitez pas à lancer le sondage. Le sondage est lancé. J'en profite, il y a un point de Maître Chevretin. Maître Chevretin, je l'ai bien vu, c'est tout à fait pris en compte. Je reviendrai vers vous à la fin de la présentation de Maître Ternic pour ne pas mélanger les messages. Alors, on a une forte majorité pour Socrate pour l'instant. Est-ce que ça va s'inverser ou pas? Parce qu'on a à peu près la moitié des participants qui ont voté. Socrate reste en tête. Donc, vous avez voté pour Socrate, Néron. Alors, la personne qui a voté pour autre, est-ce que dans le chat, elle peut mettre à qui elle pense? Alors, la personne est timide? Est-ce qu'elle a juste voté autre, comme ça, pour ouvrir les débats? Bon, c'est pas grave, je vais donc vous livrer la réponse. Cet homme qui s'est intéressé vraiment au décryptage relationnel et donc au tempérament, c'est Hippocrate. Alors, de son temps, il a constaté et classifié et donc proposé 4 types. Alors, j'ai mis les types originaux entre guillemets, mais comme dans le vocabulaire courant moderne, ça peut être ambigu, j'ai donné donc, moi, un autre adjectif. Donc, pour Hippocrate, il y a un tempérament qui est sanguin. Moi, je l'appelle le sociable, parce que sanguin, vous pourriez croire que c'est quelqu'un qui est colérique, et c'est pas du tout ça. Deuxième type, pour Hippocrate, c'est le lymphatique. En fait, c'est quelqu'un de flegmatique, tranquille. Le mélancolique, pour Hippocrate, en fait, c'est quelqu'un de très analytique.
Et le milieu, alors lui, c'est un fonceur. Je vais vous en dire plus sur chacun des 4 tempéraments parce que c'est hyper important que vous arriviez en fait à les identifier quand vous les avez face à vous. Alors l'interlocuteur sociable, à quoi est-ce que vous le reconnaissez? Il est communicatif, émotif. Vous voyez sur son visage ses émotions, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et quel est son besoin? Eh bien, lui, il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on l'apprécie, qu'on lui donne des signes de reconnaissance, qu'on aille dans son sens à lui. On a eu un exemple tout à l'heure d'une consoeur qui a dit « Ah, ça m'a fait du bien que vous êtes allé dans mon sens ». On peut en déduire qu'elle a probablement une partie de son tempérament qui est sociable. Alors vous, en tant que négociateur, quelle est la bonne attitude? Eh bien là, vous êtes chaleureux. Vous prenez le temps de discuter de choses extra-professionnelles avec cette personne-là. Elle a besoin de ce lien humain. Et puis quand vous passez à l'action, il faut que le plan il soit interactif, que vous deux y contribuiez, que vous lui montrez que son avis est important et intéressant. Le deuxième type, c'est donc le flegmatique. À quoi est-ce que vous le reconnaissez? Eh bien, il est introverti, mesuré, il fait attention aux autres. Pourquoi? Son besoin, surtout pas de conflit. Il veut une harmonie générale, que tout le monde s'entende bien. Alors vous, la bonne attitude, soyez posé. Et puis créez un plan d'action qui ne perturbe pas sa routine ni ses valeurs. Soyez dans quelque chose de très harmonieux, enveloppant. L'interlocuteur analytique. À quoi est-ce que vous allez le reconnaître? Eh bien, lui, il est structuré. Il est observateur et il y a un petit fond anxieux. Il se demande toujours, mais est-ce que j'ai bien pensé à tout? J'ai tout vu, j'ai tout pensé? Voilà, il a une petite crainte. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de tout réfléchir et de tout comprendre. Alors, votre attitude, c'est d'être clair, précis, carré. C'est ça qui va le rassurer. Et donc, votre plan d'action, détaillé et rigoureux. Et le dernier type, c'est l'interlocuteur fonceur. Il est très facile à reconnaître. Pourquoi? Il est directif. Quand il rentre dans une pièce, quand il commence à vous parler, eh bien, il assène les choses, il impose. Et puis, alors, il est hyper impatient. C'est quoi sa préoccupation? Il veut des résultats. Lui, il veut du concret, il veut que ça dépote, il veut que ça avance. Alors, le mieux, face à ce type de tempérament, eh bien, soyez dynamique et montrez-lui que votre plan d'action, vous allez à l'essentiel. Vous ne vous encombrez pas de détails ni de doutes. Parce que alors ça, il déteste le doute, lui. Signe d'incompétence. Donc là, je vous ai brièvement présenté donc, les 4 tempéraments pour que vous ayez une vue d'ensemble. Après, ce qui est hyper intéressant, c'est de faire des exercices pour identifier à quel tempérament vous vous appartenez, en sachant qu'il y a des personnes qui ont un seul tempérament et il y en a d'autres qui ont un mélange de 2 tempéraments, un dominant et un secondaire. Une fois en fait que vous avez identifié, vous, quel tempérament vous êtes, c'est hyper intéressant ensuite de faire des exercices pour voir comment vous pouvez gérer des tempéraments qui sont aux antipodes des vôtres et de voir comment vous adapter et comment négocier justement avec ces personnalités qui fonctionnent différemment de vous. Alors donc, les exercices pratiques, forcément, aujourd'hui, on n'a pas le temps de les faire, c'est dans le cadre d'une formation d'une journée, mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous faire un petit quiz pour voir si vous avez compris déjà les principes essentiels. Alors, il fait preuve de constance. Alors, à votre avis, c'est lequel des 4 tempéraments? Donc, répondez dans le chat. Ne soyez pas timide. Alors, est-ce qu'on répond, Isabelle, avec les couleurs ou avec les termes? C'est comme vous voulez. Mais c'est bien les termes. Est-ce que tu peux les rappeler peut-être? Le sanguin, le lymphatique, le flegmatique et le fonceur. Le fonceur, le flegmatique, l'analytique et le sociable. Et donc, la bonne réponse, c'était le flegmatique. Parce que lui, comme il veut l'harmonie,
en fait, c'est quelqu'un de très constant dans ses humeurs et aussi dans ses postures. Donc, négocier avec un flegmatique, c'est du bonheur. Il n'y a pas de retournement de situation. Il est patient. À qui pensez-vous? Donc, il y a un peu de tout, mais il y a quand même une majorité d'analytiques. C'est gagné. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'analytique, il est dans l'observation. Et donc, il fait preuve de patience parce que d'abord, il observe, ensuite, il essaye des choses, et tant que c'est pas carré, rigoureux et parfait, il recommence. D'où sa grande patience. Il bascule dans la confrontation. Bravo, c'est le fonceur, le directif, celui qui envahit l'espace, qui n'a pas peur du conflit. Il est minutieux. Alors vous voyez qu'en fait, chaque étape de ce quiz vous donne des éléments supplémentaires dans votre grille d'appréciation des tempéraments. Bravo, c'est effectivement l'analytique. Il s'ennuie en l'absence de diversion, de nouveautés. Alors, je vois Isabelle Eva qu'il est 56. Donc, on peut rester un petit peu pour ceux qui peuvent, mais on arrive presque à la fin de du moment. Très bien, je vais clôturer dans ce cas-là le quiz. Donc, c'est le sociable, figurez-vous. Parce que lui, en fait, il a besoin, en fait, de divertissement, d'amusement, et c'est dans les liens à l'autre que ça se produit. Donc, il y avait d'autres questions dans le quiz, mais je vous propose donc de passer au slide suivant. Alors, hop. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis, si vous souhaitez me contacter, donc pour participer notamment à la formation, soit en présentiel du 7 janvier, soit en distanciel du 21 janvier sur la négociation, ou en 7 heures, on a vraiment le temps de faire plein d'exercices pratiques, de voir des outils. Tout est online sur mon site internet, donc cabinetthermique.fr. Donc j'espère que vous avez appris des choses et apprécié de participer à ce webinaire. Et donc, je suis à votre disposition pour des questions éventuelles. Bon, merci Isabelle Eva. Alors, il n'y a pas de questions sur le chat. Il y avait juste une question de Maître Chevrotin qui était à l'intention de Justifit, que je représente aujourd'hui. Alors effectivement, Justifit, c'est une plateforme qui permet aux avocats à des justiciables de rencontrer des avocats et de leur écrire. On a 11 000 justiciables par mois qui contactent des avocats. Et effectivement, nous avons le retour très régulièrement d'avocats. Enfin, on a eu dans les dernières années qui nous disaient oui, des justiciables me contactent, je passe 1 heure à leur donner des informations gratuitement, et quand je leur annonce qu'il y a une facture, ils sont dépités, ils ne veulent pas payer. Voilà. Donc c'est vrai que souvent, pour revenir sur votre question, Maître Chavotin, bon, d'une part, nous avons fait évoluer la plateforme pour répondre à ça, parce qu'on sait que Justifit, c'est le reflet de la réalité. Donc de même que vous allez avoir dans votre cabinet des gens qui vont vous appeler, vous poser des questions et ne pas vous régler, bah, ça va être pareil sur notre site. Et justement, pour filtrer cela, c'est pour ça que nous avons mis plusieurs chemins sur notre plateforme, dont un qui s'appelle demande d'information, qui est effectivement pour les justiciables qui ont des questions qui posent. Et donc, c'est ce que nous disons toujours aux avocats. Nous ne jouons pas le rôle de l'avocat. Nous nous contentons de vous mettre en contact, le bon avocat avec le bon justiciable. Donc, c'est à vous de leur répondre. Enfin, on a des avocats avec qui on échange qui eux, ont mis en place, par exemple, un moyen où ils répondent avec un email où ils disent pour 1 heure, entre une demi-heure et 1 heure de consultation, la première consultation est à 80 €. Voilà. Donc, on a un avocat, par exemple, qui nous avait dit qu'il avait reçu plus de 100 questions. Il a envoyé ce mail-là. Il y en a 40 qui ont répondu, qui ont payé tout de suite, et les 40 se sont convertis en dossier. Voilà. Donc, ça peut être un filtre. Donc, nous, Justifit, nous agissons en tant que outil de mise en contact, mais aussi de conseiller. C'est pour ça que nous organisons des webinars sur la négociation, sur la facturation, sur différents sujets, sur la digitalisation, notamment pour vous aider à réussir à répondre à ce genre de demande. Voilà.
Et par ailleurs, nos justiciables, ils reçoivent un email dans lequel on leur indique que le temps d'un avocat n'est pas gratuit et qu'effectivement, tout travail mérite salaire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question qui m'était adressée. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'ai une question, Isabelle Eva. Comment est-ce qu'on sait qu'une négociation est réussie? Et ben, quand à la fin, les deux parties sont dans un équilibre, dans une harmonie, elles se sentent juste bien en se disant j'ai été entendue, j'ai été respectée, et elles repartent toutes les deux satisfaites. Voilà. Bah, je te posais cette question parce que je sais que parfois il peut y avoir ce malentendu où les gens pensent que la négociation, c'est d'avoir tordu le bras de l'autre et d'avoir mis à terre. Effectivement, il faut qu'ils partent enchantés. Voilà. Je vois que Maître Chevrotin répond. Pour ma part, j'annonce que ma prestation sera payante avant tout échange. Néanmoins, l'utilisateur du site est persuadé de la gratuité du premier contact. D'accord. Alors justement, Maître Chevrotin, c'est pour ça que nous indiquons sur les fiches des avocats leurs tarifs. Alors, nous sommes tout le temps en train de chercher différents moyens parce que nous aussi, ça nous agace, ces justiciables qui vous dérangent. Donc peut-être des pop-up en plus. Voilà, on est en train de justement rédiger une charte éthique pour le justiciable. Après, est-ce qu'il le consultera systématiquement? À voir, mais ça fait partie des choses qu'on va effectivement préciser ça. Mais on a déjà mis beaucoup de choses, mais on va en mettre plus. Mais c'est très bien en tout cas que vous, de votre côté, vous annoncez que la prestation est payante. Peut-être prendre le paiement avant d'avoir l'échange, comme ça au moins vous êtes sûr que la personne a réglé avant. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? On a dépassé d'1 minute. Merci, Isabelle Eva, c'était très intéressant. On est toujours content d'avoir des webinaires avec des avocats parce que vous connaissez vraiment et tu connais vraiment le métier des avocats. Donc, c'était très intéressant. Merci d'avoir pris ce temps et merci à tous les participants pour pour les questions que vous avez posées et toutes les réponses que vous avez données. Donc, on vous souhaite plein de négociations réussies. De prendre du plaisir, dans les négociations.